Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est de la paresse dont il est question. Et pour engager la réflexion sur cet objet, euh, je partirai de ce constat. On observe une sorte d'évolution de la langue française dans le domaine médiatique et politique qui conduit à un usage immodéré du verbe faire. Tout dorénavant se fait. On fait nation, on fait société, on fait mémoire, on fait appel, on fait une action, on fait une œuvre, on fait sens, etc. Tout se fait. Alors, pour prendre les choses un peu en vrac, on fait nation, oui, peut-être aussi qu'il serait judicieux de dire que l'on s'associe pour produire une unité politique. Hein. On fait mémoire, oui, on peut dire aussi qu'on se souvient. On fait sens, oui, on peut aussi évoquer l'interprétation ou dire que l'on dégage une signification. On fait une œuvre, oui, on crée une œuvre, on fait appel, on interjette appel, etc. Donc on observe cette omniprésence du verbe faire, et si l'on se demande d'où vient cette espèce de novlangue à laquelle nous sommes dorénavant confrontés, on peut peut-être émettre une première hypothèse qui consisterait à voir dans cette manière de parler comme l'effet de ce que Marx aurait appelé la base économique de la société. Hein, c'est-à-dire un monde qui est un monde de la production, et plus précisément d'une production industrielle dans un mode de production capitaliste obsédé par la marchandisation de toutes choses, enfin, obsédé par l'acte de production permettant d'engendrer, de créer des objets qui sont voués à la consommation. Donc oui, cette lecture-là est certainement judicieuse. Hein, cette langue obsédée par le verbe faire serait comme l'effet idéologique d'une société obsédée par l'acte de production. Alors, on peut peut-être aussi s'interroger sur le fait que l'acte de production présente peut-être un intérêt, disons, à teneur métaphysique. Enfin, un intérêt à teneur métaphysique, ou plus précisément un intérêt dans la mesure où il nous permet d'écarter une vision de l'homme qui est très inquiétante. Notre réalité est temporelle. Nous inscrivons nos vies dans une durée et le temps nous est compté. Autrement dit, nous vivons avec la conscience d'être à la fois temporel et mortel. Et pour oublier cela, nous avons à notre disposition, dirait Pascal, le monde du divertissement qui, par l'agitation des corps, nous permet de vivre comme si nous connaissions un éternel présent. Hein, le divertissement, chacun le sait, c'est cette activité, cette agitation corporelle qui nous donne l'illusion d'un temps qui s'écoule à une vitesse folle, hein, comme si nous échappions en réalité à la temporalité. A l'inverse, dans l'ennui, nous éprouvons la dilatation du temps, hein, son extension, hein, il dure plus longtemps. Et bizarrement, peut-être que l'acte de production frénétique de nos sociétés, peut-être que cet acte de production n'est pas totalement étranger au divertissement. Obsédés que nous sommes par notre sort mortel, dans l'incapacité d'affronter l'idée de la mort, peut-être que nous projetons dans des représentations liées à l'acte de production parce que cet acte-là est une sorte de frénésie de production, de frénésie corporelle qui nous donne l'illusion de vivre un éternel présent. Dans ce monde-là, nous sommes tour à tour producteurs ou consommateurs. Dans un cas comme dans l'autre, nous répondons à nos inquiétudes dans quelque chose qui n'est pas étranger au divertissement. Bon. Alors évidemment, tout le monde n'a pas accès au travail dans une société marquée par un chômage de masse, mais idéologiquement, le travail, le labeur, l'acte de production, l'acte de transformation permettant d'engendrer des produits qui seront voués eux-mêmes à la consommation, cet acte-là est valorisé. Hein, et nous observons comme ça idéologiquement une survalorisation du travail qui devient la valeur entre toutes. Vous voyez, la valeur supérieure entre toutes. Alors, on comprend que dans ce cadre idéologique, la paresse soit vilipendée. Hein, nulle place pour le feignant dans un monde obsédé par l'acte de production. Le fainéant, le feignant, le paresseux représentent celui qui s'est détourné de ce qui a de la valeur, hein, c'est-à-dire de ce qui a de la valeur pour la vie de chacun et de ce qui a de la valeur parce que ça permet de créer les richesses dont chacun ensuite pourra bénéficier.
cette obsession hein, de l'acte de production, on en voit les traces dans les représentations souvent admises d'une vie réussie qui serait une vie marquée par une activité professionnelle intense. D'ailleurs, l'allongement de la durée de vie est censé s'accompagner hein, d'une augmentation de la durée du temps de travail sur la vie, pour des raisons techniques de répartition des richesses, de financement des retraites, etc. Mais aussi peut-être parce que envisager une vie qui n'est pas occupée pleinement par l'acte de production, c'est envisager une vie paresseuse et finalement ennuyeuse et donc inquiétante. Donc on peut dire que le refus de la paresse ici s'apparente à une sorte de refus de l'homme lui-même, ou plus précisément de la nature de l'homme comme être temporel. Alors, c'est paradoxal parce que ce refus de la paresse, qui consiste à envisager un mode de vie dans lequel l'ennui n'a pas sa place, hein, ce refus de la paresse qui consiste à viser un écrasement de la temporalité, hein, ce refus de la paresse qui finalement a pour but de libérer l'homme du temps, n'est pas synonyme pour autant de liberté. Parce que les mêmes qui prétendent se libérer du temps par le travail, se libérer du poids de la temporalité par une activité productrice frénétique, les mêmes sont prompts à accepter ce qui leur répugne lorsque ça leur permet d'atteindre leur fin. Dans une certaine manière, dans une certaine mesure, les actifs remuants hein, et ambitieux, ceux-là sont prompts à accepter les contraintes sociales. Donc, se libérer du temps par le travail, c'est ici, d'une certaine manière, oublier sa liberté. Car peut-être que la liberté consiste précisément à ne pas faire. Peut-être qu'être libre, c'est renoncer à faire. C'est en tous les cas ce que Rousseau nous invite à réfléchir dans les rêveries du promeneur solitaire, et plus précisément dans la 6e promenade, lorsque, réfléchissant la liberté, il dit « Je n'ai jamais cru que la liberté de l'homme consistât à faire ce qu'il veut. Je n'ai jamais cru que la liberté de l'homme consistât à faire ce qu'il veut. Mais bien à ne jamais faire ce qu'il ne veut pas. » Donc la liberté ne serait pas du côté de celui qui fait, mais de celui qui refuse de faire ce qu'il ne veut pas. Ici, on comprend que c'est une sorte de paresse qui est envisagée, si l'on veut. En tout cas, ce qui est envisagé, c'est une vie débarrassée de l'obsession de l'acte de faire quelque chose, au sens de produire quelque chose dans le monde qui vient apporter une modification hein, à la réalité même du monde. Ne pas faire. Cet oubli du temps et donc de la nature de l'homme est un oubli très profond, peut-être qui touche à la nature même de l'homme. Aristote nous invite à réfléchir ça dans l'Éthique à Nicomaque et plus précisément dans le livre 10. Être humain, c'est ne pas être Dieu. Si Dieu est, par hypothèse, si Dieu est, il ne devient pas Dieu. Il l'est de toute éternité, dit Aristote. Il n'est pas un être qui actualise des potentialités qui sont en lui. Si Dieu est, il est acte pur. Hein, est en acte ce qui est effectivement, ce qui est réalisé. Est seulement en puissance ce qui est potentiel, virtuel, ce qui est à réaliser. Et si Dieu est, évidemment, il ne passe pas de la puissance à l'acte, il n'actualise pas, il est acte pur. En ce sens-là, il ne devient pas, il n'est pas soumis au mouvement, et plus précisément à cette catégorie du mouvement qu'est le changement. Hein, si Dieu est, il ne change pas, en ce sens, il est éternel, en ce sens, il est au repos, il est immobile. Alors nous ne sommes pas de cet acabit. Un être humain a à actualiser les potentialités qui sont en lui. Il a à réaliser ce qu'il porte en lui de virtualité. Nous portons en nous des éléments qui sont en puissance, et il va falloir faire en sorte que ce qui est seulement en puissance devienne acte pour que nous soyons effectivement. Et l'homme
est un être qui connaît la génération et la corruption. C'est un être qui est en changement permanent et qui par conséquent actualise en permanence. Il a tout à actualiser, son corps, son âme. D'ailleurs, le fait que l'homme ait à actualiser, c'est ce qu'il a de commun avec les êtres qui l'entourent, avec les êtres qui composent le monde. Hein. Une plante a à actualiser ce qu'elle porte en elle de virtualité. Et un animal aussi. Hein. L'animal qui voit actualise la vue. Hein, cette vue qu'il porte en puissance simplement au départ devient une vue réelle lorsque cette vue est passée de la puissance à l'acte. Bon. Et bien chez les êtres humains, c'est la même chose. Hein, nous sommes en permanence en situation, enfin, d'actualiser ce que nous portons en nous de virtualité. Imaginons un marcheur. Hein, il se déplace et ce mouvement tend vers un lieu déterminé. Donc il vise ce lieu-là. Bon. Ce lieu est assez lointain. Et donc, il s'est engagé dans une marche relativement longue. Durant le temps de sa marche, être dans ce lieu qu'il vise est seulement en puissance. Il ne l'est pas en acte. Il l'est potentiellement, mais il ne l'est pas encore réellement. Et il va falloir qu'il aille au bout de son parcours pour qu'il soit en ce lieu effectivement, qu'il ne le soit plus simplement en puissance, mais qu'il le soit en acte. Et on comprend que cette marche-là est synonyme d'un effort. Il va falloir qu'il fournisse un effort pour actualiser cette potentialité, pour actualiser ce qui est d'abord seulement en puissance. Et cet effort-là est nécessairement fatigant. Voilà. Hein. C'est fatigant d'être un être humain. Parce que être humain, c'est actualiser en permanence ses potentialités. Il faut actualiser son corps, il faut actualiser son âme, il faut tout rendre réel, il faut tout réaliser, rendre effectif. Hein. Ça demande des efforts. C'est fatigant. Il y a en nous une fatigue d'être. Et cette fatigue d'être n'est pas accidentelle, elle est essentielle. Et on comprend alors qu'il faille passer par ces moments où nous renoncions à faire. L'homme n'est pas en mesure d'être en permanence dans l'acte de production. Il faut qu'il renonce par moments à faire. D'une certaine manière, on voit ici que ces moments où l'on ne fait pas, ces moments de paresse, pourraient bien être parfaitement légitimes, puisque inscrits dans notre nature, parce que liés à la fatigue d'être à laquelle personne ne peut échapper. D'ailleurs, si l'on réfléchit à ce qu'il y a en nous à actualiser, si l'on réfléchit à ce que nous portons en nous en puissance et qui nous caractérise en tant qu'être humain, on voit bien que c'est du côté de l'âme qu'il faut aller regarder. C'est du côté de l'esprit. Un animal aussi actualise des potentialités. Lui aussi passe de la puissance à l'acte. Hein, simplement, en tant qu'homme, ce qui fait que nous sommes hommes, c'est la capacité que nous avons d'actualiser, de nous actualiser en tant qu'esprit. Et donc, il y a comme un idéal de vie envisagé là, qui n'est pas un idéal de vie consacré simplement au monde de la production, hein, au monde de l'activité productrice. Il y a un idéal de vie envisagé qui consiste à mener une vie dans laquelle on se suffit à soi-même, dans laquelle on se consacre au loisir, c'est-à-dire au temps nécessaire à la culture de son âme. Hein, on comprend ici qu'un mode de vie proprement humain est un mode de vie dans lequel l'homme actualise cette puissance qu'il a en lui de contempler. Contempler, s'ouvrir à l'être, se laisser toucher, se laisser affecter, et renoncer à le modifier, renoncer à le transformer, à l'altérer, renoncer à l'activité productrice. Finalement, la vie contemplative est une vie proprement humaine. Dans cette vie-là, l'homme éviterait une sorte de fatigue d'être, en renonçant à modifier l'être même des choses. Alors, évidemment, une telle existence ne va pas de soi pour un être humain. Hein, elle apparaît même au-dessus de la condition humaine, et là, on voit tout le rapport que la philosophie peut entretenir avec la paresse, qui est un rapport riche, singulier. Le philosophe ne valorise pas la paresse pour la paresse. Ça n'est pas de ça dont il est question. Cette vie proprement humaine qu'on évoquait à l'instant, qui est une vie contemplative,
C'est une vie qui n'est pas consacrée à l'acte de production. Mais ça n'est pas une vie inactive. D'ailleurs, comme je le disais, cette vie apparaît difficile pour l'homme, inaccessible. Comment se suffire à soi-même? Comment consacrer tout son temps à la contemplation? Comment éviter la fatigue d'être, hein? Cela apparaît au-dessus, hein, de la condition humaine. Et pourtant, c'est bien dans cette direction qu'il faut aller pour actualiser ce que l'on porte en nous de très profondément humain. Et cela, évidemment, requiert des efforts. Il y a dans la vie accomplie, qui est une vie de contemplation, une authentique activité de l'esprit qui réclame des efforts, qui réclame en ce sens-là un travail. Et en ce sens-là, cette vie n'est pas une vie paresseuse. Loin de là. D'ailleurs, renoncer à cette vie, c'est une autre forme de paresse. Ça n'est pas la paresse de celui qui accepte de se refaire, de se remettre, hein, de la fatigue d'être qu'il éprouve. Ici, la paresse, c'est la paresse de celui qui renonce à actualiser les potentialités de son âme. Celui-là, par sa paresse, se livre en quelque sorte au tuteur, hein, puisqu'il renonce, hein, à cultiver son esprit. Il ouvre la voie à ceux qui se chargeront bien, hein, de lui apporter les réponses aux questions, d'apporter les réponses aux questions qu'il se pose. On pensera ici à ce très beau texte de Kant, hein, Qu'est-ce que les Lumières, dans lequel il évoque la paresse et la lâcheté comme cause de la minorité. Hein, la paresse et la lâcheté comme cause de la minorité qui ouvre la voie aux tuteurs qui très aimablement prennent en charge les pensées, hein, qu'ils vont imposer à chacun en apportant des réponses aux questions qu'il se pose. Hein, la paresse ici dont il est question, c'est la paresse comme refus de l'effort que représente l'activité de son propre entendement. Donc, le refus de la valorisation absolue de l'acte de production, qui est, dans une certaine mesure, l'acceptation d'une sorte de paresse légitime, n'est pas pour le philosophe une apologie de la paresse comme valeur en elle-même, comme valeur entre toutes les autres valeurs, comme supérieure même à toutes les autres valeurs. Il s'agit en réalité de se garder de deux obstacles. Hein, le philosophe se gardera d'un côté de ce monde qui considère que l'acte de production doit être au cœur de toute existence. Et en ce sens-là, il ne reculera pas devant une certaine conception de la paresse comme étant légitime. Mais d'un autre côté, il se gardera de la paresse qui consiste à refuser les efforts que réclame la culture de l'esprit. Car reculer devant cet effort-là, c'est toujours abandonner sa liberté. Cette paresse est liberticide, et renoncer à sa liberté, c'est, en dernière instance, renoncer à sa qualité d'homme. Par conséquent, le philosophe qui s'interroge, hein, sur le rapport qu'il a avec le monde dans le champ de l'activité, du travail, du repos, du loisir, ce philosophe-là évitera deux choses. D'abord, il refusera de toujours faire. Il refusera de toujours faire. Mais dans le même temps, il n'acceptera jamais de se laisser faire. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouvel objet de réflexion.